Faucon Millennial vous est présenté par la cantina de Mos Espa. À Mos Espa, si ça ne te tue pas, c'est que ça se boit. Grushka, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie qui ne pense pas qu'un vrai fan de Star Wars existe. Je suis Adrien, et c'est moi qui vais piloter aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagné par l'empereur des geeks, David Perron. Salut David. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Comment tu vas ? Ça va super, je suis chaud pour parler de fans. Yes, let's go. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est super content de t'avoir avec nous pour cet épisode de Faucon Millennial. Alors David, tu es sociologue, chercheur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences. T'es également youtubeur puisque tu es l'animateur oui. principal de Postmodem, une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique autour de la socio et de la culture geek. Tu es d'ailleurs en France le spécialiste de la culture geek, puisque en 2013, le bouquin du même titre, Culture Geek, paraît. Et en fait, c'est ton bouquin que t'as écrit suite à ta thèse soutenue l'année d'avant. C'est ça. Est-ce que j'ai tout bon ? C'est tout bon, oui, le bouquin c'est un peu la version director's cut, on va dire, de la thèse, parce que faire lire 3 millions de signes aux gens, c'était trop. Voilà, il fallait couper un peu. 3 millions de signes t'as écrit pour ta thèse ? 2,5. Ouais. Oh la vache. Oh, ça vient vite, tu verras. Ouais, bah je suis en train de rédiger en ce moment là. C'est pas facile. non, c'est sûr, mais bon, sur 5 ans, ça va. Ouais, ça va finalement. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. En fait, ça fait très longtemps qu'avec Grushkov et l'équipage tout entier, on avait envie de parler des fans de Star Wars. Et comme maintenant, c'est un peu mon métier de parler des fans de Star Wars et de les étudier, j'avais envie qu'on fasse ça bien sur plusieurs épisodes. Et on va le voir aujourd'hui, on a toujours des tonnes de choses à dire sur les fans. Et du coup, qui de mieux que le maître Jedi des fan studies françaises, David Perron, pour nous aider à faire une émission introductive sur le sujet. Bah écoute, avec plaisir. Yes, let's go. Écoute, on va pas forcément s'attarder sur les fans de Star Wars aujourd'hui, mais on va se poser des questions plus générales sur les fans d'univers de science-fiction, fantasy et fantastique, plus communément appelés SFFF, et également de leur histoire, mais aussi l'histoire des fan studies et des particularités qu'ont ces fans-là. Voilà. Ça me va. Pour commencer, David, est-ce que tu penses que tu pourrais me décrire rapidement ce que c'est que les fan studies ? Oui, alors les fan studies, on va dire que c'est un mouvement. Alors quand on rajoute studies à quelque chose, c'est qu'en général on fait référence aux études anglo-saxonnes qui découpent en media studies, fan studies, gender studies, etc. et qui découlent souvent d'un grand mouvement derrière qui sont les cultural studies, donc qui sont nés dans les années 50-60 en Angleterre. Et dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y a des gens qui sont commencés à se dire, tiens, si on étudiait les fans, et ils ont même fait un vrai mouvement. Donc en général, il y a une espèce d'année séminale qu'on donne, mais bon, c'est toujours un peu les dates, c'est comme en histoire, c'est toujours jamais... Mais voilà, en gros, l'année 92, où 2 gros bouquins sont sortis, sur un livre collectif et un livre d'un auteur fondamental qui est Henry Jenkins. Mais il y avait déjà eu des travaux avant, bien sûr, ils n'ont fait que paver la voie. Voilà, donc en gros c'est un mouvement de recherche qui s'est intéressé aux fans et en les prenant au sérieux, pas juste pour parce que c'est le cas d'avant, pour les pathologiser, les considérer comme des gens too much, trop ou dangereux ou plutôt se poser des questions sur pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on est des fans, qu'est-ce que ça explique, qu'est-ce que ça dit de la société en entier d'ailleurs, et voilà, et quels enjeux sociaux ça recouvre, parce qu'évidemment comme ça fait partie des cultural studies au sens large, dedans on va avoir des trucs sur les fans et le genre, les fans queer, sur les fans toxiques, sur pourquoi est-ce que dans la société capitaliste les fans ont émergé, et qu'est-ce que ça veut dire dans la société, voilà. C'est aussi des questions plus larges qui se posent, ouais. Oui, c'est dans le livre de Mélanie Bourda, qui est également ma directrice de thèse. C'est vrai qu'elle dit quelque chose d'intéressant. Elle rappelle que
étudier les fans, c'est en fait étudier la société et comment elle fonctionne. Et, Ouais, moi je tiens beaucoup à ça, ouais, c'est clair, parce que souvent, déjà, en tant que chercheur en sciences humaines qui travaille sur la pop culture, on est toujours confronté à des questions un peu extérieures qui nous disent mais à quoi ça sert ce que tu fais, pourquoi, etc. Toujours. Donc j'ai évidemment mes réponses toutes prêtes, un peu prémâchées évidemment à force de les avoir entendues. Mais parmi ces réponses, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que moi je travaille sur les identités pop culture, donc comment la pop culture sert à nous définir en tant qu'individu. Et quand je dis ça, je dis que les identités ont largement évolué dans notre monde contemporain, on se pose beaucoup plus de questions identitaires. Et je dis à mes étudiants, il y a encore 50, 40 ans, vous naissiez dans un village, vous allez faire le même métier que vos parents, vous allez avoir la même religion que vos parents. La question de votre genre se posait même pas, on allait vous marier avec quelqu'un de façon de force. Aujourd'hui, on est beaucoup plus défini par les choix qu'on fait, donc nos goûts, même si ces choix évidemment sont en partie déterminés par le social. Voilà, c'est pour moi c'est des questions globales de la société qui se posent, sinon c'est sûr que ça sert pas à grand chose de gratter de la terre pour pas grand chose quoi. Mais oui, la question se pose souvent. Ouais. C'est vrai que du coup j'ai retrouvé la citation entre temps, dans le livre de Mélanie Bourda qui s'appelle Les fans publics actifs et engagés. Mélanie dit que étudier les fans, cela équivaut alors à se poser des questions sur la structuration de l'espace politique et sur la société en général. Et je sais pas toi, David, mais moi j'ai jamais autant compris la société que depuis que je fais des fan studies. C'est vraiment... Ah bah bien sûr, et puis en plus, quand on a un parcours un peu de chercheur, c'est qu'on peut toujours poser des questions, mais qu'on avait du mal à parfois mettre des mots dessus, et c'est vrai que quand on a un angle pour y trouver des réponses, c'est toujours intéressant. Et moi je pense que justement les vraies sciences humaines, entre guillemets, même si les vrais et faux, voilà, c'est toujours quand tu peux partir d'un angle extrêmement pointu et précis, et en fait, quand tu tires le fil, tu découles tout. Mais finalement, même les bases des sciences humaines, Marx, quand il étudiait les modes de production, il s'est rendu compte à la fin qu'il parlait même de culture, justement, et d'évolution des sociétés. Voilà, donc, n'importe quel angle, en fait, si c'est bien fait, doit pouvoir te faire déposer des questions sur l'entièreté de la société et essayer de faire avancer un tout petit peu les réflexions dessus, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment partir de comme tu dis, de cas d'études pour arriver à conclure quelque chose de plus grand sur la structuration du monde, quoi, et de l'espace social. Ouais. Et du coup on a bien défini ce que c'était que les fat studies. Maintenant, David, on va directement prendre le taureau par les cornes, et je vais te poser la question. C'est une question piège, hein, parce que je me doute plus ou moins de ce que tu vas me répondre. Mais c'est quoi un fan? C'est quoi un fan? C'est une question en effet très difficile. C'est une question compliquée, hein. On y passe tous, hein. Moi, on demande tout le temps. Beaucoup de mes amis, chercheurs ou non, qui savent que je travaille dans les fan studies, me disent mais c'est quoi un fan finalement? Comment tu le définis? Oui, et j'ai eu pareil beaucoup avec c'est quoi un geek, voilà. Oui, alors ma réponse de base est la même pour c'est quoi un geek, c'est quoi un fan, parce que je suis un peu, alors c'est des courants de recherche qui peuvent se discuter, mais je suis un peu, on va dire, constructiviste, c'est-à-dire que moi je crois plutôt au fait que la réalité est construite par, on va dire, par le sens qu'on y projette dedans et que pas par son existence en soi. Donc pour moi un fan ça n'existe pas, il y a que des gens qui se considèrent fans. Et voilà, c'est mon approche qui est à peu près partagée par beaucoup de gens. Donc après on pourrait dire d'ailleurs, ça m'a été reproché dans ma soutenance de thèse de pas l'avoir fait, mais on pourrait se dire qu'il y a il pourrait y avoir des critères objectifs. On pourrait dire, nombre d'heures par semaine à consommer de tel univers, ça veut dire que t'es un fan parce que tu es au-dessus de tel degré au-dessus de la moyenne, etc. Donc pour moi c'est pas inutile de se poser ces questions-là non plus. Et peut-être que j'aurais dû plus le faire dans ma tête parce que je suis fait gronder par un vrai sociologue qui m'a dit que j'avais pas fait assez de quantitatif justement pour mesurer ce que ces fans-là, mais en quoi ils sont fans, ça veut dire qu'ils passent combien d'heures par semaine à être fans, voilà. Et c'est vrai que c'est pas les questions que j'ai trop posées, c'est vrai que ça m'était pas venu. Mais il avait un peu raison, c'est pas inutile, mais c'est vrai que pour moi, je prends souvent l'exemple du jeu vidéo. Le jeu vidéo, il y a des gens qui vont jouer 30 heures par semaine à un jeu vidéo parce qu'ils jouent dans les transports en commun à un petit jeu sur leur téléphone et ils se considèrent pas du tout gamer ou fan de jeux vidéo. Alors que quelqu'un qui va jouer 1 heure par semaine à Baldur's Gate ou à Skyrim, il va se considérer hyper fan. Donc après, les questions quantitatives sont évidemment forcément limitées, liées à les univers, liées à ce que tu projettes dedans. Donc pour moi, un fan, évidemment, on pourrait le résumer de manière très classique en disant c'est quelqu'un qui est passionné par un sujet et au point de se définir en partie par lui, c'est-à-dire de dire voilà, si tu veux connaître qui je suis, il faut passer par là. Mais c'est aussi quelque chose qu'on se considère, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens en effet qu'on pourrait dire. D'ailleurs, ça m'est arrivé plein de fois dans la vie, je pense toi aussi, de dire à quelqu'un mais t'es vachement fan de ça, il va dire non, me dis pas que je suis fan. Hein.
alors qu'il Ah a, ouais, je sais ça pas, m'arrive tout tous le les temps. bouquins d'un domaine ou que parce Ouais. que il va être attaqué par ça ou parce qu'il aime pas cette étiquette-là, ce qui peut tout à fait s'entendre. On peut ne pas aimer une étiquette, mais si de l'extérieur les gens vont considérer que. Donc voilà, c'est avant tout pour moi se considérer comme fan, ce qui veut dire du coup quand on se considère comme fan, on va chercher aussi à faire partie d'une communauté, c'est aussi un truc social quoi. Ouais, complètement. Et c'est marrant que tu parles justement du constructivisme par rapport au fan, et tu te dis le fan c'est celui qui se pense fan, et en fait c'est un avis que je rejoins quand même pas mal, même si et tu l'as dit un peu, hein, c'est quand même plus compliqué que ça. Moi j'ai à titre personnel, voilà, ceux qui écoutent le podcast le savent peut-être déjà, mais j'étudie principalement les fan films, donc ce type de film fait par des fans, et en fait j'ai plein de cas dans mon corpus de créateurs de fan-films qui ne se réclament absolument pas fans. Ouais, c'est ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment des gens, enfin, tu vois, j'ai essayé de creuser un peu en leur demandant, mais du coup, vous êtes pas fan, vous avez quand même fait un fan-film important dans l'histoire des fan-films et tout ça, genre, pourquoi vous êtes pas fan? Et j'ai déjà eu une réponse, parce que j'ai pas de pyjama, non. Alors c'est pas moi qui t'avais eu cette réponse-là, mais j'avais lu quelque part, justement, le mec qui a fait le premier fan-film de Star Wars, il avait dit qu'il se sentait pas fan parce que il avait pas de pyjama Star Wars. Et, Ouais, c'est marrant. chacun ses c'est drôle. critères, ouais, c'est sûr. Et puis Ouais. ça dépend aussi du contexte social dans lequel tu es, ça dépend de Ouais. plein de choses qui va faire que tu vas te définir ou pas, ou justement le côté péjoratif va gêner. Moi pour les geeks c'était extrêmement courant, où les gens disaient oui, c'est pour ça que le mot culture geek était important, parce qu'ils disaient oui, je partage un peu la culture geek, mais je suis pas un geek parce que tu devrais, et c'était souvent, tu devrais interroger mon pote, lui c'est un vrai, parce qu'il était encore pire que lui dans un domaine ou encore plus passionné, voilà. Donc oui, Ouais. c'est toujours un peu l'autre. Et puis t'as aussi des contextes, parce que je me souviens d'interviews que j'avais fait aussi avec des fans et qui me disaient c'est marrant parce que moi on me dit que je suis un fan et que je suis bizarre, et mon frère il est passionné de ouf de foot, et mais comme mon père aussi, eh ben, ils vont tous les temps au stade, ils ont les mêmes maillots, ils ont les écharpes à la maison, etc. Ils se considèrent pas comme fans, pour eux c'est un truc normal. Alors que moi c'est aussi la bizarrerie, c'est la marginalité qui peut créer ça. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, être fan, moi j'ai vraiment beaucoup d'amis qui sont fans de plein de trucs, mais qui aussi sont les premiers justement à critiquer les fans et à être vraiment... Non, moi je suis pas fan, hein, non. Mais par contre, je suis extrêmement touché émotionnellement lorsque cette œuvre-là est adaptée en série, et ça me plaît pas ce qui se passe dedans, quoi. J'ai un ami fan de Fallout, qui vraiment, enfin, il ne dira pas qu'il est fan de Fallout, mais il est fan de Fallout, et quand il a vu la série, il a pété un plomb. Ouais. Mais il faut surtout pas dire qu'il est fan de Fallout, attention, hein, c'est vraiment... non, Oui, c'est un oui, gros bah fan. ça, mais c'est une question en vrai de sciences humaines extrêmement large et insoluble. Ouais. Alors que même quand on se dit constructiviste, on sait bien qu'on sait une manière de se débarrasser du problème, et en fait on en retrouve d'autres derrière. Et voilà. Et donc après, en effet, ce que tu dis là est intéressant, parce que il y a justement des méthodes en sociaux où on va justement se dire, en fait, on va étudier uniquement quand les choses deviennent problématiques et quand les gens, du coup, se mobilisent pour un sujet. Et donc, peu importe ce qui se fan ou qui se pas fan, on va dire, voilà, bah, si la communauté s'est mobilisée, je sais pas, pour que leur série préférée ne s'arrête pas, et donc ils vont faire des pétitions, des hashtags sur Twitter et sur Instagram, bah finalement, il y a un phénomène de fans, même si eux, individuellement, ne se considèrent pas comme fans. Donc il y a plein de manières de gruger avec ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution parfaite, donc on est toujours confronté à ça. Ouais, en fait, tout ça pour dire finalement que le terme de fan, c'est quand même un terme qui a pas on va dire, de frontières poreuses, quoi, en fait. Oui, non, il y a pas de frontières opaques, justement. C'est ça, très poreux. Bien sûr. Ouais. Et puis entre passionné et fan, qu'il y a différence entre amateur et fan, il y a plein de nuances qui sont extrêmement compliquées, et voilà, entre juste être public et être fan, voilà, c'est plein de choses. Par contre, voilà, il y a des choses un peu plus objectives, dans le sens où bah il y a des gens qui se revendiquent communauté de fans, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des recherches sur fan studies vont s'intéresser, entre guillemets, pour évacuer le problème, à des communautés très revendiquées, très fortes, très moins flottantes, moins floues que d'autres choses qui peuvent exister. Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix, on essaie de s'accrocher à des choses qui sont un peu plus réelles, donc on va étudier les communautés de fans, on va étudier les conventions de fans, et là on se dit, bon voilà, les gens qui vont régulièrement en convention, on peut se dire comment il y a un critère, c'est ça, et donc voilà, on se base sur les critères, on choisit, mais choisir c'est toujours limité un peu. Et c'est vrai que du coup, tu parlais tout à l'heure des années 90, qui ont été vraiment, surtout 92, qui a été vraiment fondatrice pour les fan studies.
notamment en fait et surtout par le biais de Star Trek, qui est quand même Complètement. une franchise extrêmement précise, mais qui a quand même été présente dès le début des fan studies et qui a même donné son nom à plein de choses. Hein. Je pense notamment, tu sais, à la pratique du slash. Slash, bien sûr. Où à l'époque on appelait ça même le slash KS pour Kirk Spock, même pour d'autres franchises. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant parce que dès le début, c'est très précis, quoi. On étudie effectivement les conventions et les fans qui écrivent des fictions bien précises. Comme ça, c'est une manière aussi de se légitimer en tant que discipline scientifique, hein, en tant que courant scientifique même, parce que justement, on s'accroche à des trucs concrets, quoi. Mais derrière, des questions, qu'est-ce qu'un fan? Je trouve que en 2024, on n'a pas encore de consensus scientifique sur le sujet. Oui, et puis comme on n'est pas en sciences dures, où on fait pas des équations, donc il n'y a pas un résultat précis à trouver, voilà. C'est des flous qui sont aussi utiles dans le social, c'est-à-dire que si les choses sont un peu indéfinies, c'est parce que les gens ont besoin de choses un peu indéfinies pour justement en sortir, en rentrer, le rejeter, voilà, moi justement quand je parlais de mots geek, on me dit toujours geek mais ça veut rien dire, je dis oui mais c'est ça qui est intéressant, et en même temps ça veut rien dire, et encore aujourd'hui il y a des gens qui disent ah t'es trop un geek, donc c'est que ça veut dire quelque chose pour les gens, donc même bien sûr que il y a plein de notions comme ça, et le problème c'est que donc, quand on essaie de s'en emparer de manière sérieuse, c'est plus compliqué que dans le langage quotidien où les gens peuvent le manipuler sans problème, quoi. Mais complètement. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, alors, on a déjà un peu répondu à cette question, mais quand tu vois, je sais que t'as écrit pas mal sur le sujet, hein, geek, vrai geek, tu l'as dit tout à l'heure. C'est quoi un vrai fan, tu vois? On entend des fois cette expression dans la bouche des gens. Ouais, t'es pas un vrai fan, t'es pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est exactement cette expression? Déjà pour moi derrière, il y a une logique que je trouve extrêmement passionnante, c'est l'authenticité, c'est-à-dire être un vrai, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est authentique. Et moi, justement, là, on parlait au début du fait que nos travaux finalement touchent à toute la société. Et je pense que dans la société actuelle, il y a la question d'authenticité, elle est partout en fait. C'est-à-dire que plus on la cherche, plus on la perd. Ça veut dire que probablement notre monde est de moins en moins authentique. Et donc, on va partir en vacances dans des lieux, des petits villages médiévaux mignons qui ont été reconstruits il y a 20 ans pour attirer les touristes. Et on va dire, ah, ça fait authentique. Alors qu'en fait, le vrai authentique, c'est les bars d'immeubles, c'est là où vivent les vrais gens, en fait. Mais ça fait pas autant, c'est pas vrai, c'est pas authentique, c'est pas typique. Et donc, les restaurants, pareil, vont faire appel à toute une logique de l'authenticité, des vrais produits, des machins. Et donc, il y a une espèce de recherche de l'authentique qui est finalement une recherche un peu disneylandesque, quoi. On crée de l'authentique en faisant du parc d'attractions, quoi. Et ça se voit très bien dans le tourisme, hein, qui est un très bon exemple de ça, où les gens vont au bout du monde chercher du typique, alors que le typique, c'est leur vie aussi, quoi. Et donc l'authentique chez les fans, justement, trouver du vrai, évidemment, c'est un rapport de pouvoir. L'authentique, c'est forcément un rapport de pouvoir. Donc ce qui est vrai est pur, et ce qui est pur est mieux, et donc voilà. Et fait appel à forcément une espèce de pureté originelle, toujours. Hein. Donc là, évidemment, la logique est un peu malsaine, mais après, elle est intéressante parce qu'elle est humaine. On fait tout ça parfois à se dire, ah, je vais être un peu plus vrai, ou je veux des trucs plus vrais que les autres, etc. Et donc c'est intéressant. Après, là où moi je trouve la question du vrai fan intéressante aussi, au-delà de là où elle peut être intéressante mais critiquable, c'est le côté émotion partagée. C'est-à-dire que tu sais, j'avais fait un petit article sur les listes sur internet où des gens disaient, tu sais que t'es un vrai fan de tel truc si, et après tu mettais une liste de trucs, t'as vécu ça, t'as eu tel truc, t'as eu tel truc. Et donc tu sais que t'es un vrai si, en fait, ça sert à créer du commun. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, voilà, tu sais que t'es un vrai fan d'Harry Potter si on t'a déjà traité de moldu ou tu machin, voilà, un truc comme ça. Ouais. Ou si quand tu parles, les gens comprennent pas ce que tu dis, voilà. Donc en fait, c'est un truc qui permet de créer du commun. Donc en fait, tu sais que t'es un vrai si, c'est une forme de rite de passage. Donc finalement, pour moi, c'est limite comme les sociétés secrètes, quoi. T'avais un signe secret pour se dire bonjour entre les francs-maçons quand ils étaient attaqués par l'église. Et ben là, c'est ton signe secret, c'est d'avoir vécu la même chose que l'autre et de pouvoir comprendre la référence de l'autre et donc du coup de faire partie du groupe, quoi. Donc là, c'est une logique de reconnaissance et d'intégration que je trouve intéressante. Si c'est pour dire faire la hiérarchie, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant. Bien sûr, même si c'est un sujet d'étude passionnant. Tout à fait, ouais. T'en as écrit un article, un chapitre dans l'ouvrage collectif Fan et Gender Studies la rencontre. Oui, sur les filles, ouais. C'est ça, ouais, sur les femmes geeks. Les femmes geeks, c'est ça, qui du coup n'étaient pas des vrais geeks parce que voilà, elles étaient des femmes en fait. Voilà, leur genre suffit.
C'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que l'expression vrai, comme tu dis, c'est marrant d'un sens parce que ça peut permettre une certaine reconnaissance et surtout une appartenance à un groupe et à même une certaine catégorie sociale. Mais ça peut aussi voilà être en fait symptôme d'exclusion et Oui, c'est du ça. coup c'est intéressant. Ouais. Il faut trouver l'équilibre entre l'envie qui est légitime de faire partie d'un groupe et donc du coup d'avoir des références communes parce que tout groupe a des références communes et le gatekeeping qui ferme la porte aux gens qui voudraient rentrer dans le groupe et qui sont pas des vrais, voilà. Et donc on oscille tous dans notre vie quotidienne entre ces deux trucs et parfois on se dit ah là j'étais trop loin dans le j'ai pas voulu t'expliquer parce que t'es pas un vrai. Et puis parfois ça fait du bien aussi de se retrouver entre personnes qui connaissent les refs et qui comprennent le langage, qui comprennent aussi l'éventuelle souffrance qu'on peut avoir pour n'importe quel sujet mais partagée par des gens en commun. Et donc parfois c'est bien aussi d'être entre personnes qui ont vécu les mêmes voilà, exclusions. Alors quand on est fan, il n'y a pas de grosses exclusions en général, mais pour les sujets plus graves, bah oui, parfois être entre vrais, c'est aussi important. Ouais, complètement. Ok, bah écoute, ouais. Merci beaucoup pour cette discussion sur le vrai fan. C'était intéressant, je pense, de parler de ça pendant un moment. Mais maintenant, du coup, on a parlé donc de Henry Jenkins et donc de son bouquin fondateur Textual Poachers en 92. Henry Jenkins il développe aussi enfin, il développe plein de notions, hein. Si les fan studies vous intéressent, je vous conseille de lire ce que ce grand monsieur a fait. Mais il a également parlé donc du culture participative. Ouais. Et du coup, on va bifurquer un peu sur les activités du fan derrière, mais ouais. Est-ce que tu peux essayer de définir un petit peu la culture participative? Qu'est-ce que c'est? Oui, bah alors ça a été beaucoup repris à propos d'Internet, mais c'est vrai que ça date d'un peu avant. Et c'est vrai qu'Internet a vraiment fait exploser la culture participative et son usage. Ben, en gros, c'est l'idée que dans un groupe, une communauté justement qui se sent appartenir, voilà, qui a les mêmes codes et qui a les mêmes références, il y a très souvent, très vite l'idée que c'est aussi un lieu privilégié pour la participation dans le sens où créer du contenu finalement. Et donc créer du contenu dans un endroit safe où tu as envie aussi. Et c'est là que le cliché évidemment classique des fans, un peu passif et un peu en train de rien faire devant leur télé, est battu en brèche. C'est que les fans, on l'a observé depuis très longtemps, mais toutes les communautés, elles ont envie de rendre à la communauté et à l'œuvre qui les a inspirées quelque chose. Et donc ça va être en faisant quelque chose. Ça peut être rien du tout, ça peut être corriger les fautes d'orthographe de fanfiction. Moi j'ai vu des gens qui faisaient que ça, et j'ai trouvé ça fascinant, des gens qui peuvent dire bah, Ouais. Et ça peut être organiser des conventions, des soirées, ça peut être ça peut être simplement faire de la communication via les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi comme tu dis toi faire des fan-films, donc là c'est un engagement qui est évidemment à long terme et plus complexe, puis après qui demande des compétences. Mais l'idée de la culture participative, c'est aussi justement que tout le monde avec ses petites compétences peut participer et apprendre d'une forme de tutorat collectif où chacun, celui qui sait un peu plus, va te dire je vais t'expliquer. J'avais un peu étudié ça dans le cosplay par exemple où c'est hyper important. Et donc voilà, c'est l'idée que tout le monde peut à sa mesure faire quelque chose et qu'on a envie de rendre un peu à la communauté et à l'objet dont on est passionné quelque chose, voilà, en se faisant plaisir à soi en créant et puis en même temps en faisant plaisir aux autres, quoi. Ouais, alors du coup, si tu veux bien, on pourrait parler un peu de différentes activités des fans, justement. Tu dis que t'as étudié un peu le cosplay, c'est ça? Ouais, le cosplay, je trouve ça assez fascinant. Ouais. Et oui, il y a plein de domaines, cosplay, fan art, fan film, fan fiction. Ouais. Mais comme je dis, ça peut être des choses toutes simples, c'est des gens qui vraiment s'ennuient en cours et font un petit dessin sur un cahier, mais c'est toujours le même dessin parce qu'ils sont toujours le même manga auquel ils font référence, ou ça peut être découper des bouts de magazines pour en faire des collages, ça. Et en fait, on s'aperçoit dès qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est un peu fan, qu'il y a très souvent des petites choses comme ça qui apparaissent, ouais. Moi, je me rappelle avoir beaucoup dessiné de Sangoku quand j'étais petit. Tu vois, j'ai vraiment fondé quand j'étais jeune, je dessinais quand même pas mal et je dessinais beaucoup Sangoku pareil dans mon cahier, dans des petits carnets de brouillon, tout ça, vraiment c'était et en fait, ouais, je me rends compte aujourd'hui que c'était des fan art en fait ce que je faisais déjà. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans sur mon petit PC de la famille écrire des fanfictions X-Files même pas pour internet, pour moi tout seul. Parce qu'en fait, c'était mon moyen en moi d'écrire parce que j'avais envie d'écrire et que je sais pas vraiment écrire des choses, on va dire, originales totalement, mais c'était mon moyen en moi d'avoir un cadre
déjà existant, un lore qui était déjà tout prêt, et après d'écrire une petite histoire. Donc chacun va le faire à sa manière, et pour des raisons souvent très différentes, mais il y a une satisfaction à ça, et il y a aussi un côté, entre guillemets la facilité, mais pas dans le sens négatif, l'accès facile, c'est le coût d'accès cognitif, on va dire, à la création est beaucoup plus facilité par le fait que tu as déjà un cadre qui est tout prêt, donc après t'as plus qu'à t'amuser avec. Et c'est pas toujours c'est pas toujours vrai la facilité, dans le sens où je pense notamment encore une fois au fan film où là justement la facilité peut devenir une contrainte. Dans le sens où il faut absolument avoir des beaux effets spéciaux, sinon ça va pas aller, tu vois. Ah, oui. Il faut avoir exactement le même effet que le sabre laser qu'il y a dans le film, sinon ça va pas aller. Et tu vois ce cadre qui est autour et qui régit un peu ce qui va se passer dans l'activité de fan, en fait c'est assez fluide, encore une fois, c'est pas forcément que une facilité, ça peut au contraire devenir une contrainte. Et c'est intéressant. Ouais. Mais après, justement, il y a des gens qui peuvent aussi s'extraire de la contrainte et en faire autre chose. On a des exemples assez connus de, les exemples récents, c'est, par exemple, Fifty Shades of Grey, qui était à la base une fanfiction de Twilight, et même la plupart des grandes sagas de fantasy que tout le monde maintenant lit parce que c'était adapté par HBO Game of Thrones, mais la plupart des grandes sagas de fantasy à la base c'est soit des espèces de petites fanfictions de Tolkien de gars qui s'amusent dans leur coin, soit des gens qui ont fait des parties de jeux de rôle et qui ont retranscrit leur partie de jeu de rôle et que c'est devenu un bouquin. Game of Thrones c'est le cas par exemple. À la base c'est un joueur de jeu de rôle et c'est valable pour plusieurs grandes sagas de science-fiction de SF et de fantasy très connues. Donc finalement c'était des fans qui dans leur coin faisaient leur petite partie de jeu de rôle et qui c'est une forme de fanfiction, le jeu de rôle finalement, dans un cadre existant, et qui en finit par faire des bouquins entiers dans un univers qui est devenu original, qui s'est extrait donc ça peut devenir des choses extrêmement différentes, les fanfictions. Tu regardes Star Wars, en fait, de base, George Lucas, il voulait faire un film Flash Gordon. Oui. Donc en fait, il a pas pu, donc il a fait Star Wars. Et il y en a encore plein de traces quand tu regardes un peu, quoi. Et il y a encore plein de traces, et c'est pareil, Star Wars, c'est en fait une adaptation américaine également, tu sais, du film de Kurosawa. Bien sûr, La forteresse perdue, cachée, ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, c'est où s'arrête la référence à une autre œuvre et où commence la fanfiction. Des gens disent que Tarantino fait des fanfictions, parce qu'il n'y a pas un plan de ses films qui n'est pas repris d'autre chose. Donc là aussi, les frontières sont extrêmement fragiles, comme toujours en sciences humaines, on n'est pas gâtés. C'est dur, hein. mais du coup, faut juste, il y a des frontières qui se tracent. Alors tu peux trouver des trucs objectifs du type, comme dit Stephen King, tu es un auteur, le jour où tu gagnes ta vie en étant auteur, mais en même temps c'est très fragile aussi comme argument. Oui, c'est vrai, ouais. Donc il y a pas de limite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet des gens, en tout cas, ça les inspire pour faire des choses. Ça c'est vrai que c'est super intéressant. Et que alors après. Il y a une limite à ça aussi, parce que moi j'ai rencontré, alors c'est vrai que c'est assez rare, mais j'ai rencontré quand même quelques fans que j'avais interviewés qui ne faisaient rien, ils consommaient beaucoup, mais qui ne faisaient rien, et en fait comme il y a une telle imprégnation de la culture participative dans la culture fan, ou dans la culture geek, et ben ils se sentaient presque un peu mal de dire moi je suis peut-être pas un vrai fan justement, parce que j'ai jamais rien fait, alors qu'ils avaient toutes les collections, des produits dérivés, etc. Ils se sentaient peut-être trop consommateurs, et du coup ils sentaient bien que c'était pas forcément bien vu, ou que c'était pas le truc le plus cool dans la communauté, quoi, alors qu'ils avaient des connaissances. Et pour moi, déjà, c'est partager ses connaissances avec des potes en discutant, c'est la culture participative. Mais voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu vois, j'étais un peu comme ça à une époque aussi. J'ai toujours été, tu sais, un peu un lurker par rapport au truc que j'aime. Je suis pas trop à partager. En tout cas, à l'origine, je l'étais pas. Mais c'est vrai que du coup, je peux complètement comprendre cette espèce de complexe qui se forme à dire merde, j'aime un univers mais je crée rien par rapport à cet univers. Mais comme tu dis, rien que le fait d'en parler, rien que le fait d'aimer et à la rigueur, tu vois, juste de lâcher un like ou des reposts sur des réseaux sociaux, rien que ça, c'est participatif en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, mais c'est un peu un défaut des fans studies aussi parfois, c'est qu'on s'est tous justement par facilité focalisés sur les fans extrêmement visibles. Parce que là au moins on est déjà l'accès était plus facile, parce qu'un lurker comme tu dis, moi c'était pareil pour quand je faisais ma thèse sur les geeks, où tu vas trouver les geeks. Alors tu vas sur internet faire des annonces, mais il faut quelqu'un qui ose te répondre, déjà c'est qu'il est pas trop timide et qui veut bien faire un entretien. Donc où aller les chercher en lui montrant que t'es sympa, que tu veux bien faire un entretien. Donc forcément on a un problème de visibilité, c'est-à-dire qu'on va toujours trouver les gens qui ont envie de parler et on va voir les gens qui ont envie de participer de manière, on va dire, très spectaculaire et visible.
Alors que, en effet, les micro-participations, il y en a partout, mais voilà, pour les trouver, c'est plus compliqué. Mais maintenant, il commence à y avoir justement des travaux et des recherches sur les fans non visibles, sur les publics un peu oubliés des fan studies qui sont beaucoup focalisés sur ce qu'ils avaient accès. Les lettres de fans, les gens qui participaient à des fan clubs, qui allaient à des conventions. Mais évidemment, c'est déjà des démarches qui sont importantes, et c'est clair que moi, pendant la plus grande partie de ma vie, je n'ai pas fait tout ça, et j'étais déjà un fan. Donc voilà, et j'étais invisible. Donc c'est vrai que ça pose vraiment question. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Internet, ça a aussi permis une facilité de partage et d'accès à différents canaux qui permettent derrière d'exprimer à quel point les gens fans sont fans. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, tu vois, je suis en train de me dire, avant ça, c'est vrai que moi, toute ma jeunesse, j'ai été fan de plein de trucs. Et en fait, j'ai eu Internet super tard. J'ai eu Internet à 13 ans. Ouais. Et je dirais que j'ai commencé à être actif sur Internet, sur les réseaux sociaux vers 17-18 ans, quoi. Et en fait, avant ça, bah, tout ce que j'aimais, je le gardais un peu pour moi et tout, mais j'étais quand même fan pour autre, enfin, Ouais. tu vois, pareil, genre, j'avais des figurines dans ma chambre, j'avais des DVD à la maison, que je regardais tous les jours, enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point, être fan, encore une fois, c'est quelque chose qui est presque insaisissable en fait. Ouais. Et c'est ça, et nous en tant que chercheurs, ben, on s'est longtemps saisi justement de ceux qui étaient le plus faciles à accrocher. Mais pour le coup, c'est clair qu'Internet a changé les choses, ne serait-ce que pour en effet parler avec d'autres fans, quoi. Moi, j'avais 14 ans en Ardèche pour parler avec des gens fans d'X-Files. Il y avait au lycée, au collège, il y en avait quelques-uns qui aimaient bien, mais des gens qui autant que moi non. Et donc après, on fait quoi? Et ben oui, dès que les forums sont arrivés, c'était miraculeux, quoi. C'était sûr de dire des gens comme moi, quoi. Et ça, c'est sûr que c'est un soulagement qui est incroyable. Ouais. C'est intéressant les forums parce que moi je suis amené pas mal à les éplucher dans mes recherches et c'est vraiment un autre temps, quoi. J'ai l'impression d'être, tu sais, un peu un archéologue d'internet. Ah mais complètement. Quand je fouille des forums, c'était il y a 15 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ouais. Mais c'est tellement différent de ce qu'on a maintenant. Ouais, bah il y en a encore un peu qui vivotent des forums. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un truc qui disparaîtra jamais vraiment parce que ça a son utilité et qu'il n'y a rien qui l'a totalement remplacé. Mais c'est sûr que c'est pas ergonomique, que c'est pas pratique et que on préfère aller sur même un groupe Facebook plutôt qu'un forum. Et moi j'utilise ça en ce moment en plus parce que je travaille un peu sur les fans de steampunk, donc les passionnés steampunk, on appelle les vaporistes qui s'appellent. Et justement il y a eu un gros truc parce que le steampunk en France s'est construit autour d'un gros forum français qui était hyper influent, hyper important. Et à un moment donné, Facebook est arrivé, des gens ont créé des groupes steampunk Facebook, sauf que tout le monde pouvait liker, donc ils étaient plus dans leur petit monde à eux, un peu fermé. Ils étaient ouverts aux gens, mais voilà, c'était un forum, quoi, il fallait y accéder, etc. Et ça a vraiment, en fait, ça a changé la structure de la communauté, même dans la vraie vie, quoi. Ils organisaient moins de soirées parce que il y a 50 000 personnes qui avaient liké la page parce qu'ils trouvaient des images steampunk jolies. Et c'était plus une communauté qui avait son petit monde, quoi. Et donc la transition, comme quoi la plateforme numérique va conditionner aussi la forme de la communauté. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, bah tu vois, je me retrouve complètement dans ce que tu dis par rapport aux fanfilms. Dans les années 2000, t'avais vraiment des grosses communautés sur les forums, notamment du fansite TFN, TheForce.net, qui vraiment parlait de fanfilms tous les jours, quoi. Vraiment, t'avais une grosse communauté qui était vraiment active. Et en fait, avec l'apparition des réseaux sociaux et tout ça, aujourd'hui, il y a personne, quoi, sur le forum. Et ça rend les choses plus visibles et en même temps, ça rend la discussion moins présente. Et ça, c'est vrai que c'est marrant. Voilà. Ouais, parce que surtout qu'il n'y a jamais eu autant de fanfilms sur Internet que maintenant. Il y en a de plus en plus. Ça fait toujours un carton quand c'est réalisé avec beaucoup d'effets spéciaux et tout ça. Mais il y a plus cette communauté qui était là au milieu des années 2000, qui était vraiment soudée, quoi. Il y avait vraiment un groupe qui se connaissait. Tu vois, ils se connaissaient tous, tout ça. Et maintenant, ça n'existe plus. Ouais. Ils sont noyés dans la masse. C'est ça, complètement. Ouais. Mais c'est intéressant. Enfin, on divague un peu, mais c'est quand même intéressant. Moi, j'aurais aimé qu'on parle rapidement d'un exemple d'activité de fan dont on n'a pas encore parlé. Et je sais que t'as un peu bossé dessus puisque je t'ai repris pour un article que j'ai écrit qui devrait
bientôt paraître. Mais la création de wiki en fait, Ah oui. et justement d'encyclopédie et tout ça, t'as un très bel article je trouve sur le culte du détail. Ouais. Oui, c'est un truc qui me Ouais, passionne. ouais. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux en parler rapidement et notamment mettons ça en lien avec Star Wars si tu veux. Oui, bah l'idée un peu, c'est que si on compare le fait d'être fan à une forme d'économie, on pourrait dire que le détail est la monnaie de tout ça, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que le petit détail significatif est extrêmement important pour les fans. Et notamment parce que du coup ça permet de se différencier du grand public qui n'aura pas vu le détail significatif, ou la petite référence, ou le petit easter egg caché, ou le truc au second plan, ou la gaffe, hein. Maintenant c'est devenu une culture de la gaffe ou du détail caché avec Allociné qui fait son émission Ouais. de détail, mais faux raccord. Mais en fait finalement eux ils ont fait que surfer sur un truc qui existait déjà avant. C'est les fans qui s'échangeaient des tu savais que au second plan là, c'est même devenu une blague un peu geek, un peu des fandoms sur on regarde le Seigneur des Anneaux et on voit la scène où Aragorn tape dans le casque et on dit tu savais qu'il s'était cassé le pied. Mais parce qu'en fait ça, alors bien sûr celui-là il est devenu tarte à la crème, voilà, évidemment, mais c'est cette idée que les fans sont aussi des gens qui vont revenir en permanence à l'œuvre qu'ils aiment et ils vont y chercher de nouvelles choses. Et c'est vrai que quand on est fan, on en a jamais assez. Pour le coup, avec Star Wars, il y a du contenu, hein, on va pas se mentir, mais on en a jamais assez. Et donc, on va re-regarder notamment les œuvres originales qui nous sont marquées. Et donc, quel moyen on a d'y trouver des choses nouvelles? C'est justement de regarder au second plan, de regarder les erreurs, de regarder les petits détails significatifs, et qui vont devenir presque une monnaie d'échange. Tu vas dire à un pote, t'avais pas remarqué ça, attends, je vais te le montrer, etc. Et donc, ça devient un support de conversation, le détail, et devient le support du culte, en effet, une espèce de rituel de chercher le détail tout le temps. Et justement, c'est la grande théorie d'Umberto Eco qui disait qu'une œuvre culte, c'est une œuvre qui était justement pleine de détails, parce que du coup, chaque personne qui va la voir va pouvoir y prendre des trucs, et chaque personne qui va la revoir 10 fois va y trouver des nouvelles choses qu'elle n'aurait pas, une nouvelle réplique à citer, un nouveau petit détail à regarder. Et là-dessus, je pense qu'il a pas tout à fait tort. C'est pas pour rien que certaines œuvres attirent plus les fans que d'autres. C'est souvent des univers où il y a beaucoup de détails qui ont été peut-être parfois trop avec Star Wars en l'occurrence. Mais voilà. Voilà, peut-être après ça forme des incohérences évidemment tout ça, mais ouais, bien sûr, mais oui, non, évidemment les incohérences, moi c'est clair que quand j'ai fait une interview avec les geeks, c'était des discussions entières sur mais c'est impossible ce qui se passe à tel épisode de telle série, de Doctor Who, de Star Trek, parce que là dans l'épisode, dans la temporalité, ça ne respecte rien, etc. Et on peut le prendre c'est passionnant. Voilà, on peut le prendre un peu au deuxième degré. Parfois ça m'arrive aussi en disant les nerds arrêtez d'ergoter sur les détails. Mais en même temps il faut le prendre au sérieux en disant qu'est-ce que parce que parfois j'ai été comme ça aussi, et qu'est-ce que ça veut dire, quel plaisir ça procure. Et il y a un vrai plaisir un peu du collectionneur, c'est-à-dire que comme la personne qui dit il me manque ce timbre encore hyper rare que j'ai pas encore trouvé, là ce nouveau détail que je savais pas sur mon œuvre préférée, c'est je le mets dans mon petit carnet à détails, je le mets c'est une nouvelle vignette Panini que je mets sur mon petit carnet à détails, et ça tend vers une complétude que je n'aurai jamais évidemment, parce qu'une collection qui est terminée c'est nul, on veut pas de collection terminée, on n'a plus rien à en faire. Une collection est faite pour être jamais terminée. Mais on catalogue, on continue à en ajouter. Donc ça fait vraiment partie du plaisir des fans, ouais, clairement. Et c'est marrant que tu parles de trucs Panini, parce que tu vois, moi je me rappelle de mon petit cousin qui était quand on était gamin, on avait 2 ans d'écart, donc on a un peu grandi en même temps et tout ça, et lui c'était vraiment le gamin sportif, tu sais. Et moi j'étais vraiment le gamin nerd qui connaissait tout surtout sur Star Wars et tout ça. Et lui c'était vraiment le sport et tout ça. Et en fait, il avait, tu sais, ses cartes, ses autocollants là, de sportifs, de footballeurs, tu sais, dans son petit cahier Panini là. Bien sûr. En fait, il y a beaucoup de points communs entre le fan de sport et le fan de culture populaire, quoi. Je pense qu'entre tous les fans, il y a beaucoup de points communs, ça c'est sûr. Ouais, peu importe. Mais c'est cette idée de la collection de petits bouts de détails, en fait, d'extraire des choses de quelque chose qui est un tout. Pour les sortir, ça c'est extrêmement important. Finalement, la culture internet est faite de ça aussi, parce que les mèmes, c'est un extraire un petit bout de pop culture, un gif, une image marrante, et tu la décliner pour en dire 1000 choses derrière et 1000 blagues. Et donc ce culte du détail, il est partout dans la pop culture aujourd'hui, ouais, clairement. Et maintenant les œuvres, alors on peut dire que c'est devenu artificiel commercial, mais en tout cas c'est vrai que maintenant les œuvres font un peu exprès. Et c'est sûr que il y a des petits détails cachés au second plan dans n'importe quel film Marvel pour les fans de Marvel qui savent que là il y a un truc qui fait appel à un autre super-héros qui n'a pas encore eu son film. Et donc c'est devenu presque du marketing le coup du détail, parce qu'ils ont en fait, comme toujours, l'industrie récupère la marge
Et donc, ce qui était marginal et ce qui était une façon un peu mal vue d'aborder les œuvres de culture populaire est devenu maintenant la façon recommandée par les fabricants. Oui, c'est ça, ne serait-ce que pour les scènes post-génériques, hein, chez Marvel. Avant, c'était un peu les connaisseurs qui restaient jusqu'à la fin du film. Maintenant, tout le monde reste jusqu'à la fin du générique. C'est ça, dans les premiers, t'étais en train de regarder avec les autres en disant, ah, toi, tu t'en vas, ah, bah, t'as pas compris. Ouais, c'est ça, c'est ça un peu, ouais. Bien sûr, une manière de reconnaître ses vrais, encore une fois. Et Bah c'est voilà, sûr, mais tu trouveras, et moi, en plus, je suis nul à ça, mais après chaque film Marvel, t'as 20 vidéos YouTube de gars qui te disent, bah, moi, je l'ai mis en 0,25 secondes, et puis je te dis tous les détails cachés, référence à un autre. Donc ils savent qu'il va y avoir ça et que ça va faire partie de la visibilité aussi de l'œuvre. Hein. Et maintenant ils en jouent. Et alors après, avec plus ou moins de cynisme, hein, c'est évidemment peut être discuté, mais c'est sûr que là pour le coup la culture du détail a gagné quoi. Ça, c'est clair. Complètement. Et ça me rappelle un peu ce qu'on avait dit des Gloop Cheeto. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Gloop Cheeto? Pas du tout. Alors un Gloop Cheeto, c'est ça vient à la base, je crois, d'un tweet de quelqu'un qui disait ouais, êtes-vous les fans de Star Wars, genre ils sont complètement genre fous, genre ils voient un personnage en arrière-plan et tout 2 secondes et ils disent ah c'est Gloop Cheeto et genre Gloop Cheeto c'est vraiment un nom oui je vois, d'accord. et c'est devenu un mème et du coup en fait un Gloop Cheeto dans le langage Star Wars c'est devenu un personnage genre de second plan que quasiment personne ne connaît mais que t'aimes bien quoi parce qu'il a un design cool, parce qu'il a je sais pas, une réplique rigolote, ou parce que juste il a un nom fun. Oui. Et il a son petit article sur le wiki, bien sûr. Et c'est forcément, il a son petit article sur le wiki. Et du coup, c'est rigolo parce que ouais, c'est devenu en fait un mème Gloop Cheeto maintenant. Et non mais c'est sûr, et Star Wars s'est énormément prêté à ça. Moi c'est sûr que bah oui. j'ai montré à ma copine pour la première fois les Star Wars il y a pas si longtemps. Et, elle a aimé. Évidemment que quand on arrive à l'épisode 2, je lui dis tu vois là les petites bêtes là-bas, bah, c'est E.T. en fait qui fait partie du Parlement de Star Wars. Évidemment pour moi c'est une évidence, j'ai presque honte de dire ça parce que tous les fans de Star Wars savent ça. Et elle dit ah c'est marrant quand même, tu vois, parce que ça marche avec tout le monde en fait. Et bien sûr quand ces œuvres-là sont remplies de trucs comme ça, ben on va jouer avec ça. Et puis quand nous on a pour la 2e fois vu la référence à E.T., on fait bon bah c'est bon on a compris. Donc on va aller encore plus loin et trouver quelle est l'espèce d'arbre qui pousse sur telle planète, quoi, c'est sûr. Ouais. Et alors du coup, est-ce qu'elle a aimé Star Wars? Oui, elle a beaucoup aimé. Et elle a dit cool. Elle pensait que c'était un truc un peu divertissement bas de plafond, et en fait elle a dit mais c'est politique en fait. Bah oui. C'est giga politique Star Wars. Ouais. Mais non, mais du coup c'est chouette. Ok. Non mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que tu parlais justement de culte du détail, là où tu vois le chercheur Jason Mitchell parle même quant à lui, tu sais, de forensic fandom, qui est vraiment ça met l'enquête en fait, hein, fandom qui va être enquêteur, qui va vraiment mener l'enquête et qui va essayer de on va dire combler les trous, hein, c'est ce que c'est une expression qui est utilisée par moult chercheurs en fan studies qui justement disent que les fans vont essayer toujours de combler les trous entre les différents médias. Et c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de fans, mais on n'a pas du tout parlé de transmédia, mais on pourrait parce que voilà, beaucoup de fans d'univers, enfin il y a beaucoup d'univers transmédiatiques, on va dire, qui possèdent de nombreux fans et de grosses fanbases importantes quoi. Donc, oui, ça s'y prête bien évidemment. Ouais. Bah c'est ça s'y prête énormément bien et voilà, je sais que je depuis maintenant pas beaucoup de temps j'ai la chance de parler de transmédia à des étudiants à la fac, et c'est vrai que du coup quand je leur parle de différentes franchises tu sais, de SFFF, je vois que enfin ça les intéresse tout de suite quoi. Évidemment, il y a des fans dans la salle quoi, et c'est intéressant, c'est marrant de voir. Ouais, non mais c'est sûr que c'est en fait tu vas toujours trouver alors moi j'ai fait un cours cette semaine là-dessus à mes étudiants aussi en 3e année là, et j'ai passé évidemment 2 heures sur Star Wars. Ils sont moqués de moi beaucoup à la fin en disant parce que j'aurais expliqué que toute la pop culture descendait de Star Wars aujourd'hui. Putain, et tu sais que c'est un truc que je dis tout le temps ça, et personne me croit, mais je pense que Star Wars c'est la pièce maîtresse de la pop culture. Ah oui bien sûr, alors après il y a des choses bien sûr comme on disait avant, des inspirations Flash Gordon et bien tout. Bien sûr. Mais en plus ce que je leur ai expliqué surtout c'est que même si on n'aime pas Star Wars, on a tout à fait le droit. Je faisais des blagues en disant
avez le droit de pas aimer Star Wars, juste me le dites pas parce que bon, vous allez perdre des points à votre examen, mais vous avez le droit. Et eux, ils se moquaient de moi en disant, monsieur, vous savez, et ça vient de Star Wars, et ça vient de Star Wars. Ils me lançaient des trucs comme ça. Et je leur disais, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, au-delà du côté culturel où on a le droit de pas être fan, du point de vue industriel, c'est-à-dire, on peut pas nier que c'est que ça a forgé Hollywood moderne, et en plus, quand je leur expliquais que Pixar venait de Star Wars et que Photoshop venait de Star Wars et que, enfin voilà. Bah oui. Donc que le mec qui a fait les spéciaux de l'épisode 1, 2, 3, c'est le gars qui a créé Photoshop après. Tu fais ils font ouais d'accord, donc vraiment oui tout oui, vous savez Pixar c'est un ordinateur qui a été créé par ILM pour faire des films d'animation. Bah ouais. Et donc ils se rendent pas compte à quel point en fait même d'un point de vue industriel l'argent qu'a mis Lucas pour le coup et on peut lui reprocher plein de trucs mais il a mis beaucoup d'argent très vite dans la création de plein de choses, le Skywalker Ranch tout ça, et aujourd'hui je leur dis mais vous savez où ils sont montés les films Marvel étalonnés chez George Lucas dans le Skywalker Ranch. Donc la culture qu'ils connaissent eux, c'est pour ça que ça marche aux étudiants ces choses-là, c'est que leur culture qu'ils connaissent eux, elle est totalement issue de ça. Donc c'est pas comme si on leur parlait d'un ancien temps et qu'on faisait de l'archéologie quoi. C'est vraiment ça découle directement. Et donc ça c'est très efficace. Et je suis sûr que dès que je parle de transmédia, si c'est pas Star Wars, ça va être Harry Potter. Si c'est pas Harry Potter, ça sera Avatar. Si c'est pas... Donc forcément il y a quelqu'un qui va être touché par un truc quoi. Ils ont au moins grandi avec ça quoi. Moi j'ai parlé à une amie journaliste et du coup c'est dans un article de Numérama sur les fans de Star Wars et sur la série The Acolyte où justement je disais que Star Wars c'était un peu comme tu sais une coupe du monde de football. Tout le monde et quand ça arrive tout le monde est fan. Tu sais tout le monde a une opinion sur Star Wars. Tout le monde, tu sais, t'entends souvent, on n'en peut plus de Star Wars, c'est chiant, on entend tout le temps parler, mais du coup, ces gens-là ont quand même une opinion de Star Wars. Ils passent pas à côté sans rien dire. Oui, puis ça montre l'impact culturel du truc, c'est-à-dire que tu peux détester, mais tout le monde connaît Je suis ton père, quoi. À un moment donné, quel film qui a 50 ans, tout le monde connaît une réplique, il y en a pas d'autre. Mais oui, non, ça n'existe pas, non, mais t'as complètement raison. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, ce que je disais justement, c'est que tout le monde a une histoire à raconter dans Star Wars. Enfin, en relation avec Star Wars. Ouais, tout le monde, même les gens qui détestent Star Wars, ils ont un truc à raconter sur Star Wars. Et je vais même te dire que même les gens qui n'ont jamais vu Star Wars ont une histoire à raconter à propos de Star Wars. Ça c'est évident, bien sûr. Ça peut être, je sais pas, j'ai jamais vu les films, mais une fois dans un paquet de céréales, j'avais un sabre laser en plastique, tu vois. Et puis ils connaissent la musique, ils connaissent... Et puis voilà, c'est ça. On a tous une histoire à raconter avec Star Wars. Et je suis très content d'avoir cette discussion avec toi parce que du coup là c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai envie d'écrire un peu, mais on a tous vraiment une histoire avec Star Wars, même ceux qui détestent Star Wars. Ouais, c'est un impact culturel, voilà, c'est un impact culturel qui n'a pas eu depuis les religions quoi. Enfin c'est sûr. Ben ouais. Non mais c'est vrai, mais tu vois, il y a aucune autre franchise dans la pop culture qui est pareil. C'est même le Seigneur des Anneaux, c'est pas. Non, c'est pas pareil, ouais, c'est sûr. Même Marvel, c'est pas autant. Non. Bah après c'est parce que aussi c'était l'époque où c'était le seul quoi. c'était le seul truc comme ça, donc c'est sûr que ça aide. Hein. Non mais complètement, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de George Lucas. En fait, voilà. George Lucas, il a géré tout un empire, et tu l'as dit, hein, et là je reprends mes notes, mais Tara Lomax dans le bouquin Star Wars and the History of Transmedia Storytelling dit justement qu'en gros Lucas a vraiment pensé sa franchise comme son film à la base comme vraiment un empire transmédia, et vraiment comme tu disais, Light and Magic, Industrial Light and Magic, ILM, Skywalker Sound, THX, LucasArts. LucasArts sur le jeu vidéo, l'impact il est immense. Ouais. C'est ça, l'impact il est immense. Ils ont inventé le point and click, donc. C'est ça, les point and click, ça aurait pas la même gueule aujourd'hui sans LucasArts, et c'est fou de voir à quel point comme tu dis, tout découle de Star Wars, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit ça comme ça paraît un peu fan obsessionnel qui a envie que tout revienne à ça, mais même pas en plus. Mais il y a plein d'autres trucs dont je suis très fan autre que Star Wars. Je suis très fan de Seigneur des Anneaux, etc. Mais c'est sûr que je peux pas nier l'impact de Star Wars. Il est beaucoup plus fort culturellement que celui de Seigneur des Anneaux, quoi. C'est sûr, sans problème. Ouais. J'avais eu un débat avec une doctorante qui était pas d'accord avec moi. Je lui avais dit justement que Star Wars c'était la pièce maîtresse de la pop culture, mais il y avait eu un petit débat, voilà, et c'est vrai que j'étais catégorique, et je le suis encore plus aujourd'hui. Après, le truc, c'est que ces choses-là sont liées entre elles, parce que moi, je pense que clairement, le Seigneur des Anneaux, je sais pas à quel point il connaissait Lucas, parce qu'il en a pas trop parlé, mais en tout cas, la fantasy est une influence sur Star Wars aussi.
Donc Bien tout sûr, se non, mais croise, bien sûr. voilà, enfin ça c'est y a pas Bien de problème. sûr, bien entendu, ouais, c'est clair. Non, mais enfin, George Lucas, c'était un immense fan de Tolkien, hein, je Oui, pense. oui, oui. Et Tu- j'ai même vu une interview où il parlait du fait qu'il avait testé le jeu de rôle à la sortie du truc, enfin donc voilà. Mais voilà, ça C'était le m'étonne pas. nerd de l'époque quoi. Ouais. Et j'en ai encore parlé avec une amie aujourd'hui, mais le film Willow, Oui, bah c'est oui, oui. vraiment le Seigneur des Anneaux avant l'heure, en fait. Bah de toute façon c'est moi un- c'est- ma théorie c'est que Lucas, il était tu le sais très bien, un fan de Serial et de pulp des années 30-40 Ouais, et notamment Flash Gordon et tous les autres, et en fait quand tu vois les thématiques des Serial et des pulp, tu retrouves toute la carrière de George Lucas, c'est-à-dire que c'était la grosse ouais, fantaisie avec Conan le barbare, c'était ouais. c'était Ouais. les aventuriers qui allaient chercher des reliques partout dans le monde, c'était un des classiques du pulp et du Serial de faire ça, et les super-héros et la SF space opéra, donc vraiment moi, il a vraiment pillé sa jeunesse dans tout ce qu'il a fait quoi. Il a fait des fan-films, finalement. Voilà, mais il les a rendus plus modernes pour une audience qui était prête à le recevoir, donc ça c'est... C'est ça, complètement. Ouais. Et du coup, là, je pense, ça nous amène un peu à parler des fans de Star Wars, hein, plus précisément. En tout cas, au moins survolés, puisque les fans de Star Wars, ça fait peur. Ça n'a pas été étudié beaucoup, hein, mine Non, de pas rien, tant. dans la littérature scientifique. Et il y a seulement quelques ouvrages qui ont été Oui, par rapport à consacrés, Star Trek, c'est incroyable la différence. Ouais. voilà, c'est ça, la différence elle est majeure, et pour autant, tu vois, on disait tout à l'heure que Star Wars c'était la pièce maîtresse de la pop culture, mais force est de constater que c'est pas la plus étudiée, hein, loin de là. Non. En tout cas en termes de fan studies, je pense notamment à Using the Force de Will Brooker, Ouais. en 2002, tu vois, ça commence à faire, hein, ça fait 22 ans que son bouquin est sorti, et Ouais, y a jamais pas eu tant de choses. il y a jamais eu d'édition numérique, tu vois, le livre il est encore Ouais, c'est tu vrai. vois, c'est un vieux truc. Fan Phénoména qui est sorti un peu plus tard, mais qui du coup voilà est un ouvrage collectif. Et en fait, ouais, les fans de Star Wars, ça n'a pas été étudié tant que ça. Pourquoi, à ton avis? Est-ce que tu as une hypothèse là-dessus? Ah, il y a plein de possibilités. Probablement parce que c'est un peu trop gros aussi. Hein. L'avantage de Star Trek à la base, quand ça a été commencé à étudier, c'est qu'il y avait... Enfin, la grande époque, c'était qu'il y avait 2 séries Star Trek, c'est tout à l'époque. C'est-à-dire que c'était... Ouais, et quelques films, mais c'était pas le truc monstrueux que c'est devenu. Et encore, Star Wars est beaucoup plus gros quand même. Donc c'est par où aborder Star Wars, c'est tellement énorme. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, Star Wars ça a plus été étudié d'un point de vue industriel, parce que ça a eu un tel impact sur Hollywood et d'un point de vue économique, d'un point de vue structurel, Ouais. dans comment Hollywood s'est construit de manière Ouais. moderne, que finalement il y a plus des bouquins sur l'économie de Star Wars, sur ouais, les jouets sur Star les fans, Wars. ouais. Et ou alors des études vraiment analyse de texte, parce qu'en effet comme Star Wars est bourré de références, c'est un bonheur à étudier pour voilà le bouquin de Laurent Juillet sur Star Wars Bien qui sûr. analyse très bien et c'est Bien tout ça. sûr. Et donc ça crée en fait il y a suffisamment à dire sur toutes ces choses-là qu'il n'y a pas eu besoin d'étudier les fans. Mais c'est vrai, et puis peut-être qu'on se dit à tort ou à raison, je sais pas, que Star Wars c'est de la SF, donc si on étudie les fans de SF, c'est comme si on avait un peu étudié Star Wars, c'est-à-dire que il est tellement emblématique d'un genre, ce film, enfin cette saga, que du coup, on l'inclut dans les. Allez, parce qu'il y a quand même pas mal d'études en général sur les fans de SF ou de fantasy, enfin de SFF. Il y en a quand même pas mal pour le coup, mais du coup ils vont inclure Star Wars dedans. Mais il n'y a pas un truc spécifique sur Star Wars, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est un fandom qui est quand même assez bruyant, on va dire. Ouais. J'ai même tendance à dire c'est des fandoms parce que, encore une fois, moi je tendance plutôt à dire que Star Wars est constitué de plein de fandoms différents qui n'ont vraiment pas grand chose à voir les uns avec les autres. Ouais, et puis des générations en plus, donc ouais, ça commence à dater. En plus, il y a des générations complètement, et c'est ça qui est fort avec Star Wars, c'est que ça parle à toutes les générations. Je veux dire, alors, petite anecdote personnelle, mais l'autre jour, je buvais un chocolat chaud avec une amie en ville, et il y a une maman avec son fils, je sais pas, je dirais 11 ans, tu vois, qui s'assoit à côté de nous, et le petit, il voit mes pins, et il dit, ouais, Star Wars. Et le petit était fan de Star Wars, et sa mère me disait, ouais, il adore Star Wars et tout, et le petit me disait, ouais, même notre chatte, elle s'appelle Ahsoka. Tu vois, c'est vraiment genre, tu vois, et t'es vraiment les parents qui étaient fans, et le petit qui avait 11 ans qui adorait Star Wars, quoi. Et, un truc aussi transversal, c'est extrêmement rare. Il y en a quelques-uns, ouais, il y a peut-être les super-héros, c'est-à-dire Superman, tout le monde connaît, voilà, et ça date des années 30, quoi. Mais il y en a pas beaucoup, des choses comme ça, c'est sûr.
Et c'était vraiment drôle. Je voulais absolument lui poser plein de questions au petit parce que forcément j'avais envie de lui poser plein de questions pour mes recherches, mais c'est super intéressant. Et les fans de Star Wars, ouais, malgré tout, bah ça reste quand même assez peu étudié. Ouais. Et Bah c'est écoute, curieux, tu arrives. Oui, c'est ça. On t'a laissé la place. Faites place. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Du coup, en même temps, c'est assez excitant, tu vois. C'est vraiment, je dis bon, il y a un boulevard. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le Allons-y. truc où t'es entre le boulevard et l'angoisse face à la montagne devant toi. Ouais, c'est complètement ça. C'est l'histoire de ma thèse, ça. C'est vraiment, c'est ça. vraiment ça, mais complètement. Bah écoute, ouais, on a quand même beaucoup parlé déjà, et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi, si tu veux bien, David. Plaisir. Est-ce que tu t'as déjà un peu répondu à la question, mais est-ce que tu es fan de Star Wars? Est-ce que tu aimes Star Wars? Quelle est ta relation avec Star Wars? Quelle est ton histoire avec Star Wars? Oui, bah fan de Star Wars, oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que bah du coup, moi, j'ai découvert Star Wars à la télé, donc les anciens, les 1, 4, 5, 6. Mais en fait, comme j'étais très très jeune, très lecteur, j'ai commencé Star Wars par l'univers étendu. C'est vrai que c'est un truc un peu bizarre. Mais je pense Ça arrive beaucoup. je pense qu'il y a plein de gens Ça comme ça. arrive Ouais. Ouais. Et en fait, parce que je lisais toute la SF qui me tombait dans les mains quand j'avais 10-12 ans, quoi. Et à la bibliothèque, j'ai dû emprunter un bouquin. Je pensais même pas que je savais que c'était un bouquin dérivé de Star Wars, quoi. Que c'est juste, il y avait une couverture avec des vaisseaux spatiaux et des combats, quoi. Et donc ça m'avait attiré. Et je me souviens même que c'était un livre qui racontait n'importe quoi une fois que tu connais l'univers Star Wars, puisque je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros les personnages étaient à la recherche du gant de Dark Vador. Ah. Et donc en fait, dans l'histoire, tel que c'était écrit, c'était le gant qui donnait sa force à Dark Vador. C'est comme ça qu'il pouvait tromper les gens à distance. Et quand tu vois, tu dis ah ouais d'accord, ça n'a pas de sens du tout par rapport. Donc tu te dis vraiment le gars qui a écrit le bouquin n'a pas vraiment vu les films en fait. On lui a donné un synopsis. Et donc c'était marrant On a après. déjà entendu parler de ce bouquin dans Ouais, ce je crois qu'il podcast, s'appelle Le Gant d'ailleurs, Dark Vador tout simplement. Et c'était un espèce de roman lambda de l'univers étendu fait par un gars qui n'était pas très bon. Et comme il y en a eu des centaines pour Star Wars malheureusement, mais voilà, et du coup c'était un peu marrant. Et après par contre, je pense que j'ai des souvenirs entiers évidemment on n'avait même pas les VHS, on n'avait rien, donc moi il fallait attendre, ça passait à peu près tous les ans à la télé. Ouais. Donc j'attendais que sur M6 ça passe tous les ans, c'était le truc où là j'avais le droit de me coucher tard, et c'était, oui bien sûr, donc c'était un espèce de truc de fou, Star Wars, de voir ça, et je parle des vieux. Après j'ai vu, donc du coup l'épisode 1 il est sorti quand j'avais 14 ans, donc là j'étais pile dans l'âge pour aller le voir au ciné, donc c'était génial, même si a posteriori un peu déçu, mais sur le moment tu te rends même pas compte quand t'as cet âge-là et que tu attends ça depuis si longtemps. Bah ouais, mais bien sûr. Tu te poses pas du tout la question de la qualité du film, t'attends la musique, t'es à 2000% et ça passe tout seul. Même si tu te rends compte après en disant tiens, je suis moins enthousiaste que les précédents quand même. Mais voilà, et après donc c'est sûr que c'est mes premiers DVD achetés, c'est les éditions DVD de Star Wars, c'est voilà. Donc oui, gros fan. Et finalement pas tant consommateur de l'univers étendu finalement. Après à part ce bouquin et quelques autres quand même, j'ai lu Timothy Zahn. Les grands classiques des romans dérivés et pas mal de comics aussi, mais voilà, je suis allé plonger à fond dans l'univers étendu, voilà, et maintenant je regarde des séries comme tout le monde, mais pour moi oui, c'est clair que la musique incroyable de Star Wars, je trouve que c'est le meilleur BO de tous les temps, évidemment, mais là j'enfonce des portes ouvertes et donc voilà, c'est clair que le combat de Dark Maul est sauvé par la musique de Williams sans problème. Mais moi donc voilà, c'est toute une histoire Star Wars. Après moi j'ai jamais été trop joué, donc j'ai très peu de trucs genre figurines, trucs comme ça. Mais oui, voilà, donc j'ai des t-shirts Star Wars, j'ai des DVD, j'ai Blu-ray, j'ai tout ce qu'il faut. Et oui, j'ai grandi avec en le revoyant souvent à la télé quand ça passait, puis en allant le voir au cinéma. Et je me suis déjà fait quand j'habitais Paris, je me suis déjà fait 1 ou 2 fois le marathon au Grand Rex avec les 6 films. Voilà. Un peu dur, hein, parce que en plus il commence par 1, 2, 3, donc tu fatigues un peu sur la fin, alors que c'est le meilleur moment. Quoi. Mais voilà, ouais, non, c'est voilà, donc c'est sûr que c'est les ambiances incroyables, parce que de voir ça avec tout le monde qui a des sabres laser dans la salle, enfin c'est des images qui te restent gravées, donc c'est aussi un côté un peu rituel qui est important. Donc ouais, donc clairement fan de Star Wars. Ouais. Et la postologie, parce que nous on aime beaucoup la postologie dans le podcast. Oui, moi j'aime beaucoup le 7 parce que bien sûr que c'est un remake du premier, c'est évident. Mais je trouve que c'est bien fait.
Et que moi j'ai vraiment pleuré devant la fin avec la scène de Luke Skywalker, voilà, le plan en 360 degrés qui tourne. Et la musique est là, l'aventure est là, de voir les vaisseaux en plein jour, tout ça. Il y a plein de trucs un peu fanservice, mais que j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé le 8 pour d'autres raisons, qui est beaucoup moins fanservice pour le coup, mais qui est le mieux réalisé de tous les Star Wars, sans aucun problème. Allez, écoute, tu rejoins le podcast officiellement. Bienvenue. J'ai des problèmes avec celui-là. Hein. Je fais partie des gens qui aiment pas trop le traitement de Luke Skywalker, par exemple, voilà, qui trouvent que c'est son côté un peu vieux grand-père Groby. Mais voilà, mais ça je l'entends tout à fait. Donc voilà, je fais pas partie des haters non plus, mais il y a des trucs que j'aime moins. Par contre, le dernier, le 9, bon, je trouve le retour de Palpatine, c'est vraiment compliqué à gérer. Je comprends rien à la fin. Le fait qu'elle s'appelle Skywalker, oui, c'est joli symboliquement, mais une fois que tu réfléchis, pourquoi donc ce film-là, c'est un cauchemar. Donc après, je connais J. Abrams, j'aime bien son travail, il ne sait pas finir ce qu'il fait, donc voilà, c'est vrai. Il aime bien poser des bases, mettre des mystères et pas finir, donc tout le monde l'a dit, là j'ai rien de nouveau à dire. Donc moi je la re-regarde, la postlogie sans problème. Il y a des trucs qui me gênent un peu, mais voilà, je regarde. Puis les progrès en effets rien que les progrès en effets spéciaux en images font que c'est quand même très beau à voir et que c'est agréable à regarder. Voilà, mais vraiment c'est vrai que le 9 c'est difficile. Ouais, c'est le seul que vraiment je regarde pas avec plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est... tout le reste, même le 2, tu vois, le 2, ce qui est quand même assez compliqué. Même le 2, je te regarde, je suis peur de rire, je passe un très bon moment. Ouais, mais pareil. Le 9, j'en ai pleuré de ce film-là, hein, vraiment, c'est... Ouais, c'est vraiment une fin ratée. Après, voilà, je me consolais. J'ai bien aimé Rogue One aussi, donc voilà. Ça... Et Solo, t'as aimé Solo? C'est notre préféré. Solo, en fait, Solo, c'est pas pour moi, c'est pas un grand film, mais c'est un film que j'ai bien aimé en tant que film d'aventure. En fait, c'est un film d'aventure que je trouve très sympathique. C'est un peu une série B de Star Wars, quoi. Et du coup, voilà. Après, il y a le défaut classique de ce genre de film, bon, qui était attendu, hein, c'est qu'on va tout expliquer d'un personnage en 2 heures, et donc voilà, c'est son nom, le moindre truc de lui, et voilà. Mais ils font ça dans Indiana Jones 3 avec en un quart d'heure, on a pourquoi il y a la cicatrice, pourquoi il a peur des serpents et pourquoi bon. C'est vrai, ouais. Bon voilà, le côté on va surexpliquer d'un truc d'un personnage, on se posait même pas la question de pourquoi il fallait l'expliquer. Mais je trouve que c'est en le revoyant, je trouve qu'il a un côté bâtard, on sent qu'il y a des problèmes de production quoi, qu'il y a des soucis. Mais il est bien fait. Ron Howard, un réalisateur qui est un bon faiseur pour le coup, qui sait faire le job. Donc voilà, après j'avoue qu'il est pour moi plus oubliable que Rogue One par exemple, qui est un peu plus marquant quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Mais alors du coup, tu es fan de Star Wars, t'as encore une fois une relation avec cette franchise. Alors même si t'étudies pas forcément Star Wars en tant que tel, mais alors attends, t'es chercheur et fan, mais tu veux dire que tu étudies des fans en étant toi-même un fan, mais est-ce qu'il y a pas un peu un conflit? Oui, on peut dire ça, tout à fait. Non, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que on parlait du culte du détail et du fait d'aller toujours plus loin. Et moi, je pense que avoir fait des recherches dans le domaine, c'est complètement pour... c'est ma culture participative à moi, quoi. Moi, j'ai jamais fait trop de... J'en ai fait un ou deux, mais vraiment très peu de fanfiction, de fanart, de fanfilm. Mais par contre, clairement, très tôt, j'ai eu envie d'écrire, d'analyser et de comprendre tout ça. Et dès ma 2e ou 3e année d'études de sociologie, je demandais... On peut faire un truc sur la science-fiction, on a le droit donc, clairement... c'est mon culte du détail à moi, donc j'ai fait 500 pages de thèse là-dessus parce que c'était ma manière de rendre quelque chose à tout ce que ça m'avait apporté, tout ça. Donc ça c'est d'un point de vue personnel. Après oui, le débat, est-ce que être partie prenante de quelque chose, évidemment j'ai bien vu avec ton ironie où tu allais, mais oui, alors c'est le mouvement Akafan où en gros on dit que on se revendique académique et fan, mais en fait alors bien sûr que ça a ses biais et que ça en a évidemment. Moi, ça m'a pas empêché d'être parfois très dur avec la culture geek, dans laquelle je me revendique pourtant totalement dans mes travaux sur la question du sexisme, etc. Donc ça empêche pas non plus. Il faut arriver à justement parfois prendre le recul de ça. Et j'ai vu parfois des doctorants en effet qui avaient parfois du mal avec ça, à se dire qui sentaient, qui justement qui étaient dans la passion et qui n'arrivaient pas à faire le. Mais moi, j'avais pas de problème avec ça, tout en disant oui, je suis revendique d'être passionné. Et après ça. Ça a des biais, mais forcément ces biais sont compensés aussi parce que ça t'apporte, c'est-à-dire du connaissance du domaine. Du coup, tu vas pouvoir plus facilement passer des barrières, notamment de gatekeeping, justement, de gens qui vont pas pouvoir parler parce que tu connais pas. Et moi, je connais des sociologues très réputés qui ont fait des études un peu de fans, etc., mais parfois qui étaient bloqués par le fait qu'ils connaissaient rien à ce quoi ils étudiaient, quoi. Bah oui. Et donc voilà, ça ouvre des portes, ça enferme. En ethnologie, en ethnographie, ils ne sont jamais posé la question.
quand Lévi Strauss il passe 2 ans en Amazonie et qu'il adopte le mode de vie local, bon, on lui dit pas, bon, bah, du coup, tu n'es plus objectif cette tribu à laquelle tu t'es attaché. Ouais. Bon, voilà, c'est les principes de l'ethnographie, C'est de vrai, l'anthropologie. Je t'ai jamais posé la question, mais ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est l'observation participante finalement. Donc c'est une manière d'aborder les choses qui bien sûr a ses limites, mais après, bien sûr il faut de tout quoi. Non, puis je sais que tu aimes bien étudier les mèmes. Oui. C'est pareil, comment tu veux expliquer un mème à un chercheur qui ne serait pas fan de l'œuvre en question, tu vois. Oui, c'est ça, c'est très compliqué. Donc, c'est super référencé et je vois difficilement un chercheur qui ne soit pas fan d'un univers étudier les mèmes autour d'un univers dont il n'est pas fan, quoi. Enfin, ouais, c'est compliqué. Ça doit exister, hein. Ça doit exister. Des gens qui veulent s'intéresser à tout. Des sociologues un peu généralistes et tout, mais c'est vrai que avoir un peu des notions t'intéresser. Et c'est vrai que clairement, moi, je suis devenu beaucoup plus geek en ayant étudié les geeks. C'est-à-dire que je l'étais un peu clairement. Ouais. Mais on te fait une référence, on te dit ah mais tu connais pas ce bouquin-là, et puis tu finis par dire bon bah ok, il faut. Donc après il y a des trucs auxquels j'ai jamais réussi vraiment à me mettre à fond, mais j'ai fait quand même un peu pour ma culture. Par exemple Star Trek, on en parlait tout à l'heure. J'ai jamais été un grand fan de Star Trek, mais pas du tout parce que je sais que les propos de Star Trek sont hyper intéressants, etc. Juste parce que pour moi c'était un peu vieillot quand j'ai grandi pile entre 2 séries Star Trek, donc c'était déjà un peu vieillot, il y avait pas de nouveaux trucs un peu modernes. Donc vraiment les gens en pyjama, j'ai regardé la vieille série Star Trek, hein, et je trouve en effet hyper intéressant le propos parce que c'est hyper moderne sur les relations hommes-femmes et tout, sur plein de choses. Ouais, c'est chouette. Et très progressiste, c'était pensé comme ça, mais autant je peux regarder Star Wars les vieux et me dire je trouve ça pas vieilli, autant et c'est évidemment subjectif, mais autant Star Trek j'arrive pas, donc j'ai regardé des bouts de Star Trek ou les films récents, etc. Mais et le nombre de fois on m'a dit mais t'es pas un vrai geek, tu connais pas Star Trek, et voilà. Bon, on a tous nos lacunes, mais ça m'a clairement poussé à approfondir, donc c'était aussi intéressant pour ça. Ouais, c'est vrai que Star Trek, moi des fois je me dis merde, faudrait quand même que je regarde. J'avais commencé pendant le confinement à regarder la première série, là j'ai vu la première saison qui était vraiment bien. C'est bien, mais c'est vrai que l'épisode dure plus d'1 heure, c'est lent, les décors sont carton-pâte, c'est dur. Ça j'aime bien. Ouais, c'est un charme. Mais bien sûr, ouais. Mais c'est un peu long, quoi, 1 heure épisode. Et le pire, c'est le premier film Star Trek qui est vraiment, vraiment très, très lent. Il se passe rien, en fait, ça aurait pu faire un épisode de la série. Et qui est réalisé par un réalisateur qui n'était pas forcément fan, donc il casse un peu l'univers. Donc c'est clairement un film qui est sorti pour surfer sur Star Wars, hein. Il est sorti en 79, comme par hasard, quoi. Donc ils l'ont fait vite fait après. Mais voilà, mais la série originale, et j'ai un peu regardé aussi la Next Generation, qui est un peu celle des années 90, quoi. Fin des années 80, début des années 90. Ouais, c'est et c'est pareil, il y a des super épisodes, mais là pareil, il y a 7 saisons de 24 épisodes, et j'avoue que j'ai pas tout regardé, quoi. Mais Picard est un capitaine sympa. En plus, le côté français pour nous, c'est toujours un peu rigolo quand il prend son accent. Oui. Mais voilà, c'est un capitaine sympa, ouais. Ok. Eh ben écoute, merci David. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter des choses Oh non, je pense qu'on a déjà bien assez écouté usé du temps des gens dans leur écoute, donc ça suffit. Non mais c'est bien, du coup on a quand même brassé assez large les fan studies, voilà, pour cette séquence un peu introductive de la série qu'on va proposer aux gens sur les fans. On a prévu de faire plusieurs épisodes thématiques et historiques sur les fans de Star Wars. On va faire un épisode sur les débuts du fandom, un autre sur les fans arrivés avec la postlogie, on va parler de la toxicité dans la commu, on va parler de plein d'activités entreprises par les fans de Star Wars, le fan art, la fanfiction, le fanfilm bien entendu, donc beaucoup de choses sont prévues sur le podcast Faucon Millennial. Merci beaucoup David d'avoir été là pour merci à toi. Heures, quand même. C'était passionnant, vraiment tu reviens. C'est gentil. Quand tu veux, c'est pourquoi pas à l'occasion. Ouais, avec grand plaisir, faudrait qu'on s'organise ça. Je voulais remercier tout d'abord les patrons sur Patreon, à savoir Clara, Anthony, Aline et Adrien. Merci à vous pour votre non, j'ai dit Clara, c'est Karel, pardon. Merci pour votre soutien sur Patreon. David, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver en cours plusieurs fois par semaine à l'université Aix-Marseille. On peut me retrouver non, je suis un peu sur Twitter, X maintenant.
Un peu moins qu'avant parce que bon, là, le réseau social a un peu évolué, mais j'arrive pas à le quitter totalement. Et sinon, une ou deux vidéos par an sur YouTube quand on a le temps. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et j'ai un site, un blog que je l'alimente aussi de temps en temps. Voilà. Oui, je me demandais, il est à jour ton blog? Oui, mais alors j'ai des articles d'avance déjà écrits, mais finalement, comme on a lancé un groupe de recherche avec des collègues sur les fans, je m'étais dit que peut-être, du coup, comme on a créé un carnet hypothèse, enfin des lieux d'expression, peut-être que je vais passer par ça pour voilà. Donc je suis en train de réfléchir, parce que j'aime bien aussi les aventures collectives, donc on va voir. Donc j'ai des choses à dire toujours, mais voilà. Et sinon, voilà. Donc n'hésitez pas. De temps en temps, je suis dans les médias un petit peu. J'ai fait une interview cette semaine sur France Culture pour m'écouter. Voilà. Oh, stylé, trop bien. Voilà. Ok. Eh ben écoute, merci encore, vraiment, c'était trop cool. Merci à vous. Et puis à bientôt. Bye. Au revoir. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous.